Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Eh bien, pour Fréquence 8, un grand honneur dans cette émission de Fréquence 8. Nous recevons Madame la sénatrice Anne-Sophie Patru. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour à Fréquence 8, bonjour à tout le monde et l'honneur est partagé. Alors, Madame la sénatrice, vous avez la valeur d'être locale puisque... Et vous avez une chance inouïe, c'est que vous avez encore de belles années dans votre carrière, puisqu'à 50 ans, et vous venez d'un pays qui a connu le fameux sénateur, monsieur, sur Saint-Main-le-Grand, et vous êtes né là-bas à Saint-Main-le-Grand. Tout à fait, mais oui, je suis née à Saint-Main-le-Grand, j'ai fait toutes mes études là-bas, j'ai participé aussi à la vie associative d'une commune très riche de son patrimoine, mais aussi... riche de ses sportifs, et on en a vu un bien mis à l'honneur à l'occasion du Tour de France et du départ le 12 juillet. Alors, Madame la sénatrice, vous êtes rentrée bien sûr à l'issue de vos études dans une position de chargée de clientèle. Et vous êtes arrivé, comment vous êtes arrivé sur le domaine public, en particulier de cette ville de Plumluck? Alors moi, je suis arrivée à Plumluck en 2008, et puis ensuite, un parcours tout à fait classique, un engagement associatif qui correspond bien à mes valeurs, puisque j'ai été investie dans l'OGEC de l'école Saint-Melaine, et de la très célèbre fête de la fraise à Plumluck, qui réunissait entre 2 et 3 000 personnes tous les ans. Et puis de cet engagement associatif, écoutez, Patricia Cousin, ancienne maire, est venue me voir pour intégrer le nouveau conseil municipal. Et j'ai accepté avec grand plaisir. Et donc... en fait, vous êtes rentré par, la porte classique de conseillère municipale pour grandir au sein de l'importance de la vie municipale de la ville de Plumluck. Oui, tout à fait. Moi, je suis rentrée donc conseillère municipale au tout départ déléguée à l'action culturelle en 2014 à Plumluck. Assez rapidement, j'ai pris le poste d'adjointe aux finances au sein de ce même mandat 2014-2020. Et ensuite, tout un tas de colistiers m'ont fait confiance pour mener la liste des municipales en 2020, au sein de laquelle j'ai été élue par nos habitants. Brillamment d'ailleurs, et sans forcément porter critique aux voix qui ont été portées. Alors, de là, bien entendu, tout le monde sait qu'il y a la collectivité territoriale donc de la ville de Plumluck, mais il y a également l'intercommunalité, comme on appelle le PCI, du pays de Montfort, à travers la communauté de communes. Et là, vous avez également pris une place, un rôle important. Alors, je suis arrivée en 2020. Moi, je n'étais pas élue conseillère communautaire sur le mandat précédent. Donc, j'avais quand même beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Et le président Christophe Martins, qui a été élu, m'a proposé d'être en charge des finances et des ressources humaines, ce que j'ai accepté avec un grand honneur, il faut le dire. Parce que être en charge des finances dans une collectivité, ça permet d'avoir la vision de l'intégralité des projets de la commune ou de la communauté de communes. Et donc, c'est un poste chronophage, mais très, très plaisant. Alors, de là, ça demande quand même beaucoup de disponibilité. Et comment vous avez réussi à gérer à la fois votre vie professionnelle, privée, et ces aspects publics à la fois de la mairie, mais également de la communauté de communes? Alors, c'est beaucoup de disponibilité, c'est surtout beaucoup d'organisation, je crois, puisqu'il faut réussir à tout relier, donc l'aspect pro, mais surtout l'aspect personnel. Et là, je vais quand même faire un petit clin d'œil à mon mari et à mes garçons qui ont totalement joué le jeu, qui m'ont soutenu dans ce projet, et puis qui ont accepté des absences extrêmement régulières, et notamment tous les soirs de la semaine, ou quasiment tous les soirs de la semaine, lorsque j'étais élue municipale, ouais. Parce que cette vie, quand même, cette importance nécessite des présences, bien sûr, au conseil municipal ou au conseil communautaire, mais également à des commissions. Tout à fait. Alors pour cela, j'ai eu un gros coup de pouce de mon employeur
qui a accepté que je prenne un mi-temps, qui a organisé aussi le travail que j'effectuais avant différemment, et puis qui m'a permis d'être très présente, y compris en journée, parce qu'en communauté de communes, on est plus présent sur la journée, et puis sur les commissions, s'investir au maximum. On ne peut pas avancer et être efficace sur la conduite de nos politiques publiques si on n'est pas investi dans les commissions et si on ne s'intéresse pas à l'intégralité des sujets. Alors, votre position aujourd'hui, Madame la sénatrice, vous avez accepté, et on en est très content parce que vous sortez quand même de notre pays, de notre région, la position de sénatrice à travers la suppléance de Madame Gatel, qui aujourd'hui a l'honneur d'être ministre, et ministre du Commerce, et puis depuis ministre de la Ruralité. Et vous avez donc dû abandonner certaines fonctions que le législateur vous demandait de ne pas avoir en acceptant la fonction de sénatrice. Tout à fait. Alors déjà, les élections sénatoriales, en Ille-et-Vilaine, elles se font sur un scrutin de liste, comme sur une élection municipale. C'est-à-dire que nous étions 6 sur la liste, que 2 d'entre nous ont été élus, Françoise Gatel qui était tête de liste et Dominique Delège. Et moi, j'arrivais 3e en position. Et donc, à partir du moment où un des 2 postes est vacant, c'est le 3e qui passe, comme dans n'importe laquelle de nos communes. Bon, oui. Voilà, j'ai accepté de faire partie de cette liste. Je n'avais pas tous les éléments. Je représentais la jeunesse des élus et puis l'ouest du département. Et puis, j'en étais très honorée. Et puis donc, ensuite, sont arrivées les différentes nominations. La nomination de Françoise, mon arrivée au Sénat, qui m'oblige à abandonner toute fonction exécutive sur un mandat local. Voilà, et donc de la position de maire que vous avez dû abandonner pour rester néanmoins conseillère municipale. Ah, tout à fait, et je pense que c'est primordial. Je pense qu'au Sénat, nous sommes là et nous sommes élus par de grands électeurs pour représenter les collectivités territoriales. Alors, tout le monde et tous les sénateurs n'ont pas été élus auparavant, mais très, très globalement, c'est vraiment une énorme majorité avec de très nombreux sénateurs qui ont été maires. C'est un vrai point fort parce que j'estime qu'aujourd'hui, nous, au sein d'une commune, n'importe qui au sein d'une commune, nous apprenons à travailler ensemble, à faire des compromis, des concessions parfois, pour faire avancer l'intérêt général. Et c'est ce que, en fait, nous mettons en application au sein du Sénat. Et je pense que c'est aussi aujourd'hui un des gros points forts et qui fait l'actualité et l'activité actuelle du Sénat. Alors, vous êtes donc conseillère municipale désormais à Plumloch. Vous avez vous avez participé à la désignation de nouveaux maires. Et derrière, par rapport à la communauté de communes, quelle a été votre position? Comment êtes-vous au niveau de la communauté de communes, c'est-à-dire de l'EPCI du Pays de Montfort? Alors, je suis toujours conseillère communautaire, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai été contrainte d'abandonner mon mandat de vice-présidente aux finances et aux ressources humaines, à regret, j'avoue, mais comme j'ai abandonné le mandat de maire, à regret également. Voilà, et donc aujourd'hui, vous êtes conseillère municipale et conseillère communautaire, mais surtout sénatrice. Vous nous représentez donc à ce Parlement qui se veut législateur à travers votre présence au Sénat. Tout à fait. Alors aujourd'hui, donc, je fais partie de la commission des lois. Alors, on va voir. Ouais. On va passer dans un deuxième temps après une petite pause musicale et on va essayer, vous allez nous faire part parce qu'on n'a pas pu suivre toute l'actualité minute par minute, votre entrée au Sénat, et ça sera un grand honneur, un grand plaisir pour les auditeurs de savoir comment ça s'est passé votre entrée au Sénat. Musique. Eh bien, Fréquence 8 est très honorée de recevoir Madame Patru Anne-Sophie dans sa nomination de sénatrice de l'Ille-et-Vilaine, c'est bien ça. Et donc, comment s'est faite cette entrée au Sénat? Vous avez été en avion, en hélicoptère, ou vous avez simplement pris le train et là, vous êtes peut-être parti du train de Rennes où vous allez plus couramment en partant de Montfort.
Alors, si on s'en tient aux modalités pratiques, je vais au Sénat en train et je pars de Montfort. Et c'est vrai que le TER Montfort-Rennes est extrêmement fiable. Donc, je fais ça soit le lundi après-midi ou le mardi matin. Voilà, donc ça me permet d'arriver au Sénat. Arriver au Sénat qui a été quand même un petit peu inattendu. Hein. Moi, j'ai appris que j'allais être nommée, en tout cas que Françoise Gatel allait être nommée au gouvernement un matin fort tôt. Et là, je me suis dit, oulala, il va falloir que je m'organise. Le changement de vie est en train d'arriver à grands pas. Et cette arrivée, elle s'est faite de façon extrêmement bienveillante. Les équipes du Sénat sont habituées à accueillir de nouveaux élus. Donc, on nous fait un petit parcours de formation et de découverte comme n'importe quel accueil dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Et ça nous permet d'être assez rapidement en fonction. Avec un avantage supplémentaire, c'est que moi, j'étais en remplacement de Françoise Gatel. Et donc, j'ai repris les équipes de Françoise. Voilà. Et donc, comment est constituée cette équipe alors, moi, j'ai 2 collaborateurs parlementaires, une collaboratrice qui est en Ille-et-Vilaine et qui assure mon agenda de la moitié de la semaine en Ille-et-Vilaine. Donc, relation avec les élus, relation avec les acteurs économiques et tout autre, par exemple, responsable associatif. Et Romain qui est au Sénat et qui, lui, est plus chargé des affaires qui sont autour de l'écriture de la loi. Et puis des suites à donner des différentes actions législatives que je mène au Sénat. Tout à fait. Et donc, c'est dans cet esprit d'équipe que vous participez et que vous prédominez, on va dire. Oui, alors tout à fait. Moi, je donne les orientations. Alors, en Ille-et-Vilaine, je ne donne pas d'orientation. Je suis sollicitée. J'essaie de répondre à un maximum d'élus qui me font part de leurs problématiques, mais aussi de leur réussite. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que les élus locaux sont, je le pense, je le dis vraiment, le socle de la République. Ils font avancer les sujets, sont eux qui sont en prise directe avec les habitants. Et j'ai vu plein de réalisations incroyables qui ont été faites au sein de notre département, que ce soit dans les grandes, mais aussi les toutes petites communes. Alors, comme vous l'avez dit fort justement, Madame la sénatrice, le Sénat était déjà en pleine activité. Vous faisiez votre entrée suivant les dispositions qu'a prévu le législateur et vous avez dû rencontrer, parce que vous n'avez pas voté un nouveau président, vous avez dû rencontrer le président en place. Tout à fait. Donc, j'ai rencontré le président Gérard Larcher qui se fait un devoir en fait, d'accueillir tous les nouveaux élus. Individuellement et par groupe. Ensuite, nous sommes bien intégrés aussi au sein de groupes politiques parce que moi, je n'étais pas du tout politisée lorsque j'étais maire de Plumlock, mais l'arrivée sur une assemblée nécessite de faire des choix. Donc moi, je suis intégrée au groupe Union centriste du Sénat et ce groupe-là met aussi des moyens à disposition des sénateurs et notamment des nouveaux pour essayer de les faire monter en compétences le plus rapidement possible. Alors, donc, ça y est, on vous a désigné, j'imagine, un fauteuil. Hein, vous avez repris, j'imagine, celui qui était coupé Madame Gastel. Et donc, cette image, quelle image avez-vous eu? Le petit côté personnel, je ne pense pas que vous ayez pleuré quand même. Mais de savoir, vous avez des gens mûrs d'un certain âge qui ont fait des carrières tout à fait différentes. Vous arrivez, vous avez cette chance d'être assez jeune. Vous avez encore une belle carrière qui se prépare devant vous. Et comment a été un peu cet état d'esprit que vous avez eu dans cette entrée au Sénat ? Alors, j'avais déjà visité le Sénat et je trouvais déjà que le bâtiment lui-même et tout ce qu'il représente au sein du patrimoine français est très impressionnant. Et là, j'y suis rentrée en tant qu'actrice et donc élue. Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'hémicycle, on sent complètement le poids des responsabilités. Je me suis retrouvée du jour au lendemain du conseil communautaire de Montfort Communauté ou du conseil municipal de Plumlock
au premier rang du Sénat, parce que c'était la place de Françoise Gatel, c'est-à-dire juste derrière Bruno Retailleau ou Gérald Darmanin. C'est toujours extrêmement impressionnant, on change de monde, mais on reste avant tout des humains et puis des gens qui discutent, qui sont extrêmement accessibles et en tout cas à l'écoute des problématiques des sénateurs. Et ça, c'est important. Alors, j'imagine, comme vous l'avez dit, bien sûr, vous ne prenez pas la parole aussi facilement qu'on peut le dire. J'imagine que ça se fait dans un esprit de groupe et dans un état également de volonté de passer sur des sujets qui retiennent à peu près un assortiment quand même d'élus. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là ? On a l'impression que, outre, on va pas être méchant, que certains viennent pour faire leur sieste, mais vous arrivez, vous avez une volonté d'expression. Est-ce que on vous demande quand même de respecter un peu les obligations qui sont les contraintes quand même de ce débat public ? Oui, totalement. Alors, je dément formellement la sieste, quoique parfois, quand on finit à 2h ou 3h du matin, il est un petit peu compliqué de refaire la même journée le lendemain en restant tout aussi éveillé et actif. Sur les prises de parole, elles sont extrêmement cadrées. Moi, ma première prise de parole, elle a eu lieu une semaine après mon arrivée, à l'occasion d'un événement tragique qui était la fusillade qui avait donné lieu à ce qu'un petit garçon de 5 ans prenne 2 balles dans la tête à Passy. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tout à fait, oui, dans Donc un rond-point là. Voilà, ça avait donné lieu à une question d'actualité au gouvernement. C'est très impressionnant. On a 2 minutes pour poser sa question et derrière, elle est là pour avoir des réponses, mais aussi pour mettre en lumière les problématiques d'un territoire. Et puis ensuite, on a des prises de parole qui sont liées à des missions que l'on nous donne sur certains textes. Et là, c'est extrêmement différent. Donc moi, j'ai pris la parole sur un certain nombre de sujets, le scrutin de liste pour les communes de moins de 1000 habitants, différents sujets, la sécurité des soignants sur laquelle j'étais rapporteur, voilà, qui sont ces prises de parole qui sont plus ou moins longues, mais qui sont toujours très normées et très cadrées. Alors, vous nous avez dit, et fort justement, que vous aviez à la fois une oreille, je dirais, sur le plan de ce Sénat, et vous avez également une oreille locale, c'est-à-dire que vous essayez de faire passer un peu l'actualité ou la recherche d'actualité du local, du terrain, à ce Sénat qui se veut quand même un pouvoir législatif. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment fonctionne le Sénat, comment fonctionne le Parlement dans sa globalité. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une période de travail qui est quand même très axée sur le département, sur la rencontre des élus locaux. Si on ne les rencontre pas, on n'aura pas l'oreille de leurs problématiques et par conséquent, on sera déconnecté du terrain. Et la deuxième partie, bien évidemment, c'est de travailler sur des sujets beaucoup plus structurants lorsqu'on est au Sénat. Mais l'ancrage local, il est primordial lorsqu'on est sénateur et j'ai même envie de dire lorsqu'on est élu national. À un moment, on ne peut pas être déconnecté des problématiques et de nos habitants et de nos élus locaux. Alors, également, c'est souvent quand même les images des gens du législatif, c'est-à-dire d'être happés par les médias, tant au niveau locaux qu'au niveau nationaux, mais surtout, je dirais, pour pouvoir répondre à des questions où on cherche éventuellement des informations qui peuvent, on ne va pas dire que créer du scandale, mais des informations qui peuvent faire naître quand même un attrait dans leurs journaux ou dans leur effet médiatique comme le son ou les radios. Tout à fait, on a à la sortie des séances ou pendant les séances, et on les voit, on a quelques médias qui sont là pour essayer de trouver, comme on dit, la petite bête. Bon, ensuite, on doit, et les parlementaires doivent communiquer avec les médias. À un moment donné, il faut quand même bien qu'il y ait des gens qui nous posent des questions sur ce qu'on fait, sur les décisions qu'on a prises et pour lesquelles on doit se justifier. Ce qui est un petit peu dommageable, en tout cas c'est mon avis sur ces derniers mois, c'est qu'on a quelques médias aujourd'hui qui sont là pour décrédibiliser, à mon sens, les institutions et les élus. Et ça participe à l'élu-bashing, alors que, franchement, je pense que la plupart des élus sont extrêmement investis dans leur mission.
il faudrait parfois faire des vies ma vie de sénateur. Avant d'être sénatrice, j'avais une image du train de sénateur qui peut être assez lent, ou en tout cas qui est assez loin du TGV. Je peux vous assurer que ce n'est absolument pas le cas et qu'on a énormément de sollicitations et de travaux et un rythme extrêmement élevé. Alors, les auditeurs nous disent, comment vous organisez un petit peu pour votre présence au Sénat. Est-ce que vous restez, bien sûr, j'imagine, hébergé sur Paris? Vous ne rentrez pas forcément tous les soirs et vous ne partez pas tous les matins, même si vous mettez en valeur le TGV ou si c'est inouï. L'esprit, vous avez un temps quand même de possibilité de pause sur Paris. Oui, tout à fait. Alors, il y a un agenda, on va dire, classique et bien organisé, qui est que le mardi, le mercredi et le jeudi, c'est à Paris, sauf exception ou réunion importante ou événement important en Ille-et-Vilaine. Et puis, en général, lundi, vendredi, samedi, dimanche, en Ille-et-Vilaine. On est en général happé en Ille-et-Vilaine sur l'intégralité du week-end. Oui, voilà. Et sur l'actualité, j'imagine, les uns et les autres ont suivi les retours médiatiques, en particulier sur des thèmes divers. Aujourd'hui, sur en particulier ce problème des dealers de drogue et les circuits économiques. Et donc, là, vous appréciez, parce que c'est un peu votre lieu de naissance, ces terres agricoles, ces terres de pays ruraux, ces terres de pays où on aime se connaître. Tout à fait. L'ensemble des sénateurs, ils sont là pour représenter leur territoire. Le Sénat, elle est autrement appelée la Chambre des territoires. Et ce n'est pas pour rien. On est là pour défendre la vision qu'on a des territoires et surtout, on a la vision complémentaire de la France. Parfois, il m'est arrivé au début de me dire « mais où suis-je arrivé ?» J'entends des débats qui parfois sont très parisiens, mais les élus parisiens sont aussi là pour faire valoir leur modèle et puis les intérêts de leur territoire. Mais c'est pour ça que c'est important que nous, qui sommes plus en ruralité, il faut parfois qu'on ramène cette réalité du quotidien, du terroir, de nos agriculteurs à d'autres élus qui sont un petit peu plus décalés de ces problématiques-là. Mais comme nous pouvons être décalés de certaines problématiques urbaines. Voilà, et donc vous avez bien l'impression d'avoir une mission de représentante de la nation, mais surtout d'être le porte-parole quand même de tout votre environnement, y compris local ou même de l'environnement du département que vous représentez. Tout à fait. Alors ensuite, moi je suis, on y reviendra peut-être plus tard, mais je siège en commission des lois, donc plus intéressée entre guillemets sur les sujets de sécurité, de justice, etc. Donc toute la problématique du narcotrafic qui nous a un petit peu explosé en pleine face sur ces dernières années sur la métropole rennaise, on a vraiment essayé de la faire remonter auprès des territoires. On pensait que c'était vraiment quelque chose de très urbain. Rennes est une métropole, je suis d'accord, mais on n'avait pas l'habitude d'avoir tant de violence. Donc, il faut aussi qu'on remonte ces éléments-là auprès des ministères et puis avoir cette préoccupation qui doit permettre à nos habitants de se sentir plus en sécurité. Et puis, le deuxième aspect, et là, j'y tiens beaucoup, c'est tout ce qui est lié aux sujets agricoles qui ont structuré la vie de la Bretagne et aussi son histoire. Donc, moi, je suis là également pour ça. En effet, comment vous avez eu la chance ou vous avez la possibilité d'avoir mené une chargée de clientèle dans le domaine agricole. Et donc, derrière, vous avez également la possibilité d'avoir une écoute à travers en étant représentant du conseil communautaire et conseil municipal. Et donc, cette nouvelle position vous permet de faire passer des messages, je parle sur le terrain local, c'est-à-dire à ce conseil municipal, à ce conseil communautaire. Vous savez, à partir de là, rajouter des expressions. Tout à fait. Et puis surtout, ça permet d'expliquer les choses. Ça permet d'expliquer pourquoi, au niveau national, on prend telle décision, alors que parfois, au niveau local,
on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Mais parfois, il faut qu'on soit en capacité à s'élever, à comprendre les problématiques de l'intégralité des régions de France. Et c'est pour ça aussi que c'est un vrai défi, quand on arrive de sa commune de 3600 habitants au Sénat, de réussir à s'élever pour pouvoir ensuite prendre les meilleures décisions, mais qui soient pour la majorité et l'intérêt général. Parfois, ça ne correspond pas à la réalité de terrain. Et c'est là qu'il faut que nous, on soit au contact de nos habitants et de nos élus locaux pour leur expliquer. Mais voilà, pour l'instant, je pense que j'arrive à le faire. Et en tout cas, il faut que nous réussissions, nous, parlementaires, à rester le plus proche possible du terrain. Et donc, à titre personnel, donc, comme vous l'avez dit, vous êtes rentré dans une image de groupe, puisque c'est ainsi au niveau politique, il faut savoir la représentation que l'on a. Et également, ça n'empêche pas des contacts relativement respectueux avec vos collègues élus qui n'ont pas forcément le même état d'esprit que vous, qui n'étaient pas sur votre liste. Oui, tout à fait. On travaille, il y a plusieurs groupes politiques au Sénat et avec cette particularité au vu du contexte à l'Assemblée qu'aujourd'hui, il est possible de travailler ensemble, qu'il est possible de faire de très nombreux compromis et puis d'arriver à des conclusions tous ensemble. Pour exemple, je faisais partie très récemment de la commission d'enquête sur le fonctionnement des agences et opérateurs de l'État, qui était présidée par un sénateur du Val d'Oise communiste. La rapporteure était les Républicains et tous les bancs et tous les groupes politiques étaient représentés au Sénat. Et au final, on a extrêmement bien travaillé ensemble, alors avec des divergences, avec des débats bien évidemment, mais qui sont toujours respectueux. Et finalement, comme on le sait souvent, que ce soit le député, c'est-à-dire à travers le Parlement, ou la sénatrice à travers le Sénat, vous êtes sollicité pour, malheureusement, il y a quand même des cas douloureux. Je pense en particulier aux personnes qui se trouvent dans des situations de handicap ou des situations sociales très difficiles. Cette écoute, vous la faites, comment vous la réalisez au niveau pour l'entendre et éventuellement apporter, je dirais, quelques éléments? Alors, cette écoute, soit je peux répondre directement aux questions en mettant en relation les uns et les autres avec des élus locaux qui sauront leur apporter les choses, soit, écoutez, on utilise tous les moyens possibles qui sont donnés à un parlementaire pour interroger le gouvernement ou les organismes représentants par des questions écrites, orales au gouvernement, par l'interpellation directe de ministres ou en tout cas de représentants d'organismes étatiques au sein du département. On essaie vraiment de faire avancer les choses. Le handicap, je suis allée rencontrer les personnes de l'ADPI il n'y a pas très longtemps sur la situation aussi des listes d'attente de très très nombreux enfants dans des IME. Et ici, on a le cas à Montfort avec les Ajoncs d'Or. Voilà, c'est une nouvelle fois être au plus près des territoires. On n'a pas toujours la réponse que les gens souhaiteraient bien attendre, mais en tout cas, il est très important qu'on prenne en compte tous ces dysfonctionnements et tout ce qui nous reste à faire en termes de marge de progrès pour que dans nos débats qui sont constitutifs de l'écriture de la loi, on puisse faire remonter ces anomalies pour les régler. En termes clairs, vous êtes l'expression éventuellement d'une base qui s'inquiète ou qui a des sujets, des questions à poser pour l'exprimer éventuellement auprès d'un ministère. Tout à fait, exactement. Et puis, au sens du Sénat et de ma représentation des collectivités locales, je vais être rapporteure à la rentrée de la loi sur le statut de l'élu, où là, vraiment, moi, j'ai déjà consulté, j'ai rencontré énormément de maires et d'élus locaux, adjoints aussi, sur ces derniers mois. Et on va essayer de répondre à ce questionnement du statut, de la sécurité des élus locaux. Très bien, on va faire une petite pause et on va revenir à une pause musicale. En fait, vraiment, les missions que vous réalisez, c'est vraiment passionnant, Madame la sénatrice, et on a besoin de savoir quelles sont les missions et déjà que vous avez vécues, que vous allez vivre, et l'écoute que vous entendez apporter ça et là sur différents sujets et thèmes importants. Musique. Eh bien, un grand honneur. Nous recevons Madame la sénatrice, Madame Anne-Sophie Patrus. C'est notre
sénatrice que nous connaissons bien à travers, bien sûr, son rôle de maire précédent et à travers son rôle au sein de la communauté de communes. Alors, l'émission que vous réalisez au Sénat, qu'est-ce que vous avez pu réaliser où vous avez eu des participations actives, comme en particulier des débats et glisser vous-même peut-être des touches personnelles ou des touches locales? Alors, tout d'abord, rappeler qu'un sénateur, il est là pour participer à l'écriture de la loi. Il est là aussi pour contrôler l'action du gouvernement via différentes questions dont j'ai parlé tout à l'heure et évaluer l'efficacité de la loi. Alors, il y a 7 commissions permanentes au Sénat. Moi, je fais partie de la commission. Alors, elle est un petit peu longue, hein. La commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et de l'administration générale. Et donc, elle est compétente sur le droit civil, sur le droit pénal. En gros, c'est la commission qui voit à peu près passer 60% des textes du Sénat. Alors, on a souvent l'impression, et c'était un de vos collègues, mais peut-être précédent, qui en parlait, que le législateur a souvent la tentation de rajouter aux gros bouquins que sont le Code civil, le Code de travail, des textes en n'enlevant pas forcément les textes qui sont déjà en place. Oui, c'est vrai, c'est un des dangers. Et tout à l'heure, nous parlions du président du Sénat, Gérard Larcher, qui est très exigeant et en tout cas qui nous demande d'être très précis dans l'écriture de la loi et dans son applicabilité. Il est là-dessus et la qualité d'écriture des lois du Sénat est assez reconnue. Alors ensuite, de la qualité d'écriture qui sortent, il faut que ce soit validé et au Sénat et à l'Assemblée. Donc on n'aboutit pas toujours à des choses qui fonctionnent très bien. Mais c'est pour ça aussi qu'on est là pour évaluer et éventuellement reprendre une écriture de la loi qui serait défaillante au niveau de son application. Alors, comme on l'a dit, vous avez encore de belles années, vous êtes jeune. Il faut se sentir à cet âge-là, dans cet esprit-là. Comment vos études, quand vous êtes à légiférer, à écrire des textes, à participer dans des commissions, bien sûr, puisque vous êtes là à la commission des lois, est-ce que derrière, ça apporte quand même, vous avez des souvenirs de vos différentes études? Alors, des souvenirs de mes différentes études, j'en ai. Alors, quelques-uns qui sont plus ou moins éloignés. J'en avais plus sur l'exercice de ma fonction de maire. Moi, j'ai fait Sciences Éco, j'ai pas fait droit. Et j'avoue que sur la commission des lois, le fait d'avoir fait du droit est un plus. Mais, et il y a un mais, je pense aussi qu'avoir des gens qui sont pas forcément initiés et qui n'ont pas forcément la connaissance absolue du code civil, du code pénal ou autre, ça peut aussi offrir une ouverture d'esprit. S'il n'y avait que des avocats en commission des lois, et il y en a beaucoup, je pense que ça ne permettrait pas d'aller sur tous les champs et on se freinerait assez naturellement. Donc voilà. Et alors, on apprécie un peu cette analyse, savoir que c'est pas évident. La représentation nationale ne se veut pas uniquement, comme vous le dites fort justement, sur uniquement une classe d'avocats ou de gens qui sont là habitués à porter les codes et encore entre le code du droit civil et le code législatif du commerce, il y a quand même des différences. Et donc, il est vrai que les thèmes sont quand même assez variés dans les commissions des lois, j'imagine. Tout à fait. Je vais vous raconter une petite anecdote pour me dire, qui va illustrer un petit peu mon état d'esprit en arrivant. La première fois que j'ai siégé à la commission des lois, donc je vous rappelle, moi, le lundi, j'étais en train d'échanger sur plein de sujets qui concernaient Conseil communautaire. Même pas la voirie de Plumluck, un voilà. sanglier qui se baladait dans un quartier, etc., etc. Et je suis passée directement à l'étude d'une loi qui interdisait aux mineurs les combats de coqs et la tauromachie. Et là, franchement, je me suis dit, waouh, où est-ce que je suis arrivée ? J'avais vraiment le sentiment d'être totalement décalée et de ne pas comprendre ce que je faisais là.
Après, assez rapidement, j'ai compris aussi que c'était des problématiques qu'il pouvait y avoir dans d'autres régions. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut réussir à s'élever et à entendre ce qui se passe dans les autres régions. Tout à fait, j'imagine. Là, c'est quand même des sujets d'actualité comme les sujets de rodéo ou de bruit nocturne qui ne sont pas toujours faciles à la fois à régler, mais surtout à légiférer non plus. Tout à fait. Alors ensuite, on est assez vite... moi, j'ai tout de suite embrayé sur les sujets liés à l'établissement du projet de loi de finances 2025. Donc ça m'a permis d'être tout de suite mise dans le bain, puisque là, on aborde l'intégralité des sujets, l'intégralité des moyens de l'État, que ce soit sur la justice, sur l'intérieur, sur la transition énergétique, etc. etc. Et puis ensuite, la loi sur le narcotrafic, qui est issue d'une initiative sénatoriale et qui a été étudiée par la commission des lois et par des sénateurs issus de la commission des lois. Et je vais le préciser parce que des sénateurs, il y avait un sénateur socialiste, un sénateur Les Républicains, et qui ont fait un excellent travail les uns avec les autres pour une loi au final qui a été votée à l'unanimité au Sénat. Tout à fait, c'est ça qu'on apprécie. Et comme vous le dites, vous examinez la loi qui a peut-être été déjà présentée au Parlement et vous avez à vous une analyse et un vote, j'imagine. Alors sur celle-ci, si on reprend narcotrafic, elle était d'initiative sénatoriale. Ensuite, donc votée à l'unanimité au Sénat. Elle est passée ensuite à l'Assemblée qui a amendé et qui a apporté aussi plein de choses très positives sur l'écriture de la loi. Et elle a terminé son parcours à nouveau au Sénat pour être ensuite appliquée et promulguée par le chef de l'État. Alors, comment... évidemment, vous revenez sur le terrain en tant que, et c'est tout à fait positif, en tant que conseillère municipale ou conseillère communautaire. Et donc, vous entendez vos collègues élus qui vous disent « Ah, vous êtes bien gentil, mais les budgets se restreignent, on a de moins en moins de possibilités financières, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça ». Comment réagissez-vous à ces regards qui se portent sur vous dans ces différents débats ? Alors là, je confirme totalement ce que vous dites. C'est-à-dire que le sujet budgétaire est un sujet qui nous occupe depuis quelque temps, mais je pense qu'il aurait dû nous préoccuper depuis beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, le remboursement des intérêts de la dette, c'est devenu le premier poste de dépense de l'État. Et ça, c'est pas possible. Ce serait dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle collectivité territoriale, ça ne serait pas admis. Donc, il faut absolument qu'on s'en préoccupe. Alors ensuite, il y a la participation de chacun. Est-ce que les collectivités doivent y participer ? Je pense là au département qui est en grande souffrance au niveau de ses budgets. Je pense que l'effort doit être global. Il va falloir être en capacité à prendre des décisions. En général, il y a plein de gens qui disent « yaka faucon », mais le yaka faucon ne fonctionne pas, tout comme l'argent magique n'existe pas. Donc forcément, lorsqu'on souhaite faire des économies, et là je pense à n'importe quel foyer d'un habitant de Montfort-Communauté, il faut faire des choix. Et nous allons être mis devant ce fait dès le vote du budget du projet de loi de finances 2026. Nous verrons ensuite, mais il faut en tout cas qu'on s'en préoccupe. Et ensuite, on essaie d'expliquer ça aux élus locaux, aux habitants, de façon la plus pédagogue possible, sans polémique, parce qu'il n'y a pas à polémiquer. Nous sommes sur des faits établis. Ensuite, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, les solutions, elles sont différentes selon la sensibilité politique des uns ou des autres, mais il va bien falloir qu'on réussisse à s'écouter et à trouver quelque chose qui nous permette d'avancer. J'imagine, en effet, et vous avez raison, Madame la sénatrice, que le budget 2026 va être constituer un débat très varié et que, bien sûr, il va revenir du Parlement, mais il va déboucher au Sénat, mais que vous-même, vous allez également essayer d'apporter votre touche au niveau. Et est-ce que vous êtes confiante sur un débat, je dirais, sain, serein, et où les uns les autres vont essayer de trouver une unanimité, ou est-ce que l'on risque d'aller sur une division qui ne sera pas de l'intérêt du peuple français ?
Alors, être confiante, ce serait peut-être un petit peu présomptueux. Ensuite, moi, je pense que l'intérêt de notre pays est que nous trouvions des solutions et que chacun soit en capacité à proposer des choses et à faire des compromis. Il est vrai que parfois, on parlait de médias tout à l'heure, on nous dit ah oui, quelle est votre ligne rouge sur votre groupe politique et quoi que ce soit. Si chacun commence à établir des lignes rouges, ça veut dire que le carré ou le cercle ou le rectangle va forcément se restreindre et qu'à un moment, on va s'empêcher différentes solutions et différents éléments qui vont nous permettre d'aboutir à ce qui est de mieux pour l'intérêt général. Donc, je ne suis pas confiante, mais je me dis que l'ensemble des élus, à un moment, va arriver à un état d'esprit qui consiste à dire « j'ai été élu pour l'intérêt de la France, pour l'intérêt général ». Et donc, on va travailler, on va proposer, et puis on va se battre pour nos idées. Alors, vous nous disiez, et vous avez eu l'occasion déjà, de permettre à des jeunes, parce que c'est important que la transmission de nos institutions soit quand même lecture pour nos jeunes. Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous donnez comme disposition à travers vos assistants pour organiser des rencontres au Sénat et comment ça se passe au Sénat sur ces rencontres qui peuvent avoir lieu, bien sûr votre accueil, mais également de faire le tour des instances qui peuvent être au niveau du Sénat. D'ailleurs, le Sénat est un très beau bâtiment. Il y a quand même, je dirais, on est impressionné par les photos qui sortent de cet espace-là. Alors, quelle est un peu vos possibilités d'accueil au Sénat ? Alors déjà, je me fais un devoir d'essayer de répondre à un maximum de demandes, et notamment celles qui concernent les jeunes, parce qu'à un moment, on ne peut comprendre les choses que si on les voit, que si on les partage, que si on échange sur ces sujets. Quand j'ai des visites, j'essaie au maximum d'être là, ou en tout cas de prévoir un temps d'échange avec les visiteurs pour leur expliquer des choses qui leur échapperaient. Alors, ce qui est conseillé, c'est plus le mardi et le mercredi, puisque les sénateurs siègent sur ces 2 journées-là. Et il y a les questions au gouvernement exactement, aussi. Exactement. Donc ça qui permet... sont souvent des débats, on aime bien, en même temps on voit un ministre, je ne sais pas lequel, mais on voit des ministres. Oh, on peut voir la moitié du gouvernement sur les questions gouvernement, c'est intéressant. Au Sénat, on parle. Et au Sénat, et j'ai reçu au mois de juillet les quelques jeunes et anciens d'ailleurs ateliers intergénérationnels de Plumlock, et ils ont assisté aux questions au gouvernement, et il y avait une question sur, ils m'en ont tous fait part après, sur les réseaux sociaux, l'utilisation du portable au sein de l'enceinte des collèges et des lycées, et ça les a beaucoup fait réagir, mais au moins ils se sont dit, voilà un sujet duquel on parle, qui nous concerne directement et qui est mis au débat dans une assemblée parlementaire. Donc c'est toujours très intéressant, et ça leur permet de visualiser ce qu'on fait et à quoi sert un Parlement, à quoi ça sert d'aller voter. Et ça, c'est très important. À la même échelle qu'on peut les inciter via l'intégration d'un conseil municipal des jeunes ou autre, aller visiter des institutions comme le Sénat ou l'Assemblée nationale, pour moi, est primordial. Donc ensuite, il faut se mettre en relation avec mes collaborateurs parlementaires. C'est vrai qu'on a à peu près le droit à... 2 ou 3 visites par, je vais pas vous dire, par mois à peu près. Vous pouvez peut-être nous donner le contact, l'adresse ou le mail ou écrire si certains organismes souhaitent réaliser cette présentation. Oui, c'est une adresse mail toute simple, c'est aspatru@sena.fr. On ne peut pas faire plus simple. Voilà. Voilà. Et donc, il suffit d'envoyer un mail pour un peu décrire l'objet de cette rencontre. Alors, Madame la sénatrice, c'est vrai qu'on vit des moments... là, on a eu un bel été, certes avec ces différents phénomènes malheureusement climatiques, et en particulier les retombées au niveau des incendies. Est-ce que, comme on a maintenant ce dernier semestre qui va se présenter, comment ça se précise au niveau déjà programmation ?
Alors, programmation, sous réserve de la promulgation d'une séance exceptionnelle en septembre, on doit redémarrer par l'étude sur le statut de l'élu local, qui est une proposition de loi dont Françoise Gatel était à l'origine. C'est une proposition de loi sénatoriale, donc moi je reprends la partie sur laquelle elle était en charge. Donc c'est revalorisation de l'indemnité de l'élu, protection de l'élu, protection fonctionnelle de l'élu. Malheureusement, on voit de plus en plus d'agressions, qu'elles soient physiques ou verbales. Tout à fait, oui. Et c'est un sujet qui est très, très préoccupant parce qu'on a besoin d'élus, on a besoin d'élus locaux. On ne se rend parfois pas compte de l'intégralité et de l'investissement et de l'engagement qu'ils y mettent. Mais voilà, nous, on est sur... on voudrait la validation de cette loi avant les élections municipales qui arrivent en mars 2026 pour essayer de redonner un petit peu d'allant et d'envie sur les de engagements motivation citoyens. à s'impliquer dans la vie publique, on va dire, peu Tout à importe fait, la tendance. et en particulier sur les petites et toutes petites communes. Parce que ce sont celles où l'engagement est le plus, je pense, le plus lourd, dans le sens où il faut être, pour ceux qui ont la référence, un petit peu MacGyver, c'est-à-dire qu'il faut réussir à exercer tous les métiers du monde, de l'assistante sociale à la réparation de la ligne orange qui vient d'être arrachée par un arbre. Enfin, voilà, et je pense au maire de Saint-Gonlay en particulier. Il y a plein d'éléments comme cela et il faut qu'on réussisse à leur donner confiance pour qu'à nouveau, ils aient envie de s'engager. En tout cas, Madame la sénatrice, alors, on est très heureux de vous avoir entendu, d'avoir vécu avec vous là, les premiers pas ou même la vie d'un sénateur ou d'une sénatrice dans ce brave amphithéâtre du Sénat. Êtes-vous alors comment sur cet avenir croyez-vous et partagez-vous ce bonheur de participer de façon forte à la vie publique? Écoutez, pour l'instant, on me dit que j'exerce mes fonctions d'une bonne façon en tout cas, dans l'engagement que j'y mets et puis dans mes compétences aussi d'élu local précédente. Donc moi, je prends les choses comme elles viennent. Tant que cela va durer, je vais y mettre le même engagement, comme je l'ai fait sur mon mandat municipal ou communautaire. Et puis, essayer d'aider. Moi, je suis d'un tempérament plutôt optimiste, donc j'espère que ces tempéraments-là vont l'emporter sur toutes les paroles assez pessimistes que l'on peut entendre ici et là. Et puis, surtout, réussir à contribuer au bien vivre ensemble, au fait qu'on soit tous très fiers de vivre dans notre pays et puis que l'on puisse faire avancer les problématiques de chacun. Merci, Madame la sénatrice. C'était un grand honneur et on a aimé la participation que nous avons eue ensemble sur Fréquence 8, notre petite radio locale. Et encore, bon courage, bonne chance. Je crois que la France en a besoin. Merci beaucoup à vous. Associations, personnalité, sportifs, entreprises. Le forum, c'est sur Fréquence 8.